Salut les hystériques, ça biche ? On est Léa, Diane et Anthea Pétel et on vous a concocté ce podcast car à nos yeux, il y a un problème. Dans l'histoire de l'art, on n'étudie que des œuvres faites par des hommes, et donc dans nos têtes, les artistes ne sont que des hommes. Mais la réalité est tout autre. Les artistes sont aussi des femmes et des personnes de tout le spectre du genre. Donc on a voulu leur donner la parole. Pour nous soutenir et amplifier nos voix, abonne-toi, clique sur la clochette, lâche des étoiles et pose tes meilleurs commentaires sur toutes nos plateformes. On les lira avec grand plaisir. Bonne écoute. Eh bien, bienvenue Malvina. Merci d'avoir accepté cette petite interview, ce petit moment entre nous. Est-ce que tu pourrais commencer en te présentant? Si c'est pas ok pour toi, on peut te présenter aussi dans l'intro qui sera écrite après cet épisode, en fonction de ce qui a été dit du coup. En temps et en heure. Mais voilà, est-ce que tu peux te présenter et quel est... parce qu'on en parlait juste avant d'enregistrer, mais qui es-tu et qu'est-ce que tu fais en ce moment de ta vie artistique? Alors, bonjour tout le monde. En tout cas, merci pour cette invitation, c'est vraiment chouette. Qui suis-je? Je m'appelle Malvina. Après, mon pseudo d'artiste, c'est Edzine. Et donc, je fais surtout de l'illustration et de la bande dessinée en ce moment. Après, j'ai ma démarche, c'est vraiment d'utiliser mon art et mon dessin pour amener des questions de société, des réflexions, partager ensemble, etc., des réflexions. Cool. Et sinon, voilà, en ce moment, je travaille beaucoup sur des ateliers avec des enfants. On fait des fresques géantes ensemble. Donc, c'est assez vaste, mon activité, en fait. Ok, et donc tu t'es auto-entrepreneur et du coup tu travailles, tu as plusieurs missions différentes oui, voilà, liées à ça. ton art. Je travaille en freelance essentiellement. Ok, et du coup là, quelle a été la... C'était aujourd'hui ou c'était hier peut-être que tu as fait cette fresque C'est ces dernières semaines. Ok, donc c'est ton actu, c'est le dernier truc que tu as fait. C'est le dernier truc que je fais en date, ouais. Ok, cool. Et ben moi j'ai du coup une question un peu plus perso dans le sens où ça nous intéresse de savoir comment t'en es arrivé à être qui tu es artistiquement maintenant. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de l'art? Est-ce qu'il y a une conversation avec quelqu'un ou un bouquin que t'as lu ou un dessin que t'as vu, un truc qui te dit « Ouah, j'ai envie de faire pareil ». Eh bien, ouais, je pense que le dessin est très lié à mon histoire personnelle, surtout à l'enfance. Je pense, après avoir beaucoup réfléchi au sujet, parce que je me suis posé la question de pourquoi je dessine, enfin. Et donc, en fait, je suis fille unique et je sais que j'ai beaucoup passé de temps chez moi à m'ennuyer et à me dire mais qu'est-ce que je vais faire? Et finalement, pour moi, le dessin, c'était quelque part... étant donné que ma mère me laissait pas trop sortir, c'est une façon pour moi de me mettre dans un autre univers, une autre réalité, de laisser recours à mon imagination et à mes pensées, une sorte de refuge et d'exutoire en même temps. Okay. Et je pense que c'est comme ça que ça a commencé assez tôt. Ouais. Ok, et du coup à quel âge à peu près? Je pense que j'ai commencé comme tous les enfants à dessiner au primaire. C'est juste que moi, j'ai jamais arrêté. Ok, trop bien. Et comment t'en es arrivé à faire ce que tu produis maintenant? Quel a été ton cheminement pour arriver à te dire je vais faire telles études et je vais faire tel et tel choix dans ma vie pour arriver à faire des fresques avec des enfants? Bon, après, la fresque, c'est pas forcément... La fresque, c'est pas forcément un aboutissement de ce que j'aimerais faire personnellement, mais okay. Mon parcours, du coup, j'ai été assez influencée par mes parents. J'ai fait un bac scientifique, ça peut être un peu surprenant. Et ensuite, je suis arrivée en France à 18 ans, en fait, pour faire mes études de dessin. Et j'ai atterri à Émile Cole, une école privée de dessin, un peu sans vraiment savoir quelles étaient les autres alternatives. On m'avait recommandé cette école et enfin ma foi, quand j'ai vu leur site internet, je me suis dit ouais, c'est cool, allons-y. Et ça a eu quand même une incidence assez forte sur mes choix artistiques après, parce que de mon point de vue en tout cas, dans cette école, c'était très porté sur la forme, sur l'esthétisme, sur les couleurs, sur tout ce que tu voulais, et il n'y avait pas beaucoup de place au fond.
Ok. au fond, au discours. Et je sais que je suis très tôt, j'ai été assez politisée, assez sensible aux luttes sur la question de minorité, de sexisme, d'écologie, etc. Et ça me révoltait un peu qu'on puisse pas aborder ça en cours et dans nos pratiques respectives. Et c'est pour ça aussi que quand je suis sortie de l'école, j'ai vraiment voulu ramener ce fond-là et qu'il soit beaucoup plus présent dans mes travaux. Et donc la fresque, c'est plus, on va dire, c'est plus un travail de commande, même si c'est très très enrichissant. Mais là où j'aimerais arriver dans les mois, dans l'année, dans les années qui viennent, c'est réussir à concilier et ce discours et cette passion pour la sociologie et pour la politique, etc. Et l'art, le format, la peinture, tout ça. Parfois qu'il y a un grand écart qu'on n'arrive pas trop à concilier, qu'on n'arrive pas trop à faire. Donc voilà. Ok. Et du coup, qu'est-ce que ça t'a fait? Parce qu'on a pas mal parlé d'école jusque-là, avec Antea, avec d'autres invités. Et du coup, t'as un petit peu répondu, mais qu'est-ce que ça t'a fait d'être brimée un peu pendant ces années-là? Est-ce que ça t'a donné envie, justement... Enfin, est-ce que ça t'a fatiguée et éteinte pendant les premiers temps? Ou est-ce que, justement, ça t'a donné encore plus de colère et de flamme? Eh ben, j'avoue que c'est plutôt le fatigué éteinte. Ouais, je pense que je m'en rendais pas compte, mais j'étais dans une sorte de forme de dépression. J'étais pas du tout bien dans ma vie et je pense que les écoles d'art ont cette facilité à te casser et à te faire perdre confiance en qui tu es. Tu te compares beaucoup aux autres, beaucoup de compétition. T'as l'impression que t'as pas ta place en fait, et que tu ne vas pas t'en sortir, que tu vas pas y arriver. Et particulièrement pour Émile Cole, on a un rapport au réel assez particulier, étant donné qu'on fait beaucoup d'études d'observation, d'objets, dessins de plâtre. Il y a quelque chose, un rapport à il faut que ce soit juste ce que tu fais, il faut que ce soit correct, il faut que ça ressemble au réel pour que ce soit accepté. Et moi j'ai eu énormément de difficultés, et je crois que j'en ai encore, et c'est pour ça que je vais continuer à travailler dans ce sens, à me détacher d'une morale du dessin, de ce qui est juste et bien et vrai, et à laisser vraiment parler mon interprétation, qui est une sorte de belle imperfection, de belle erreur, tu vois. Et donc c'est ce que j'essaye un peu de travailler. Ok, belle imperfection, c'est pète sa mère. Et justement, tu ressentais qu'à l'école, c'était que cette recherche de... Enfin, c'était, comment dire, une recherche presque biaisée au final de la perception, si c'est sur des plâtres ou des choses comme ça, c'est pas forcément c'est réaliste, mais c'est pas forcément calqué sur le réel au final. Oui. Et c'était un peu étrange parce qu'on avait ces cours très académiques, et d'un autre côté, on avait des cours d'illustration très très libres où des gens avaient déjà leur style, mais du coup, moi je sais que ça m'a perdu, où je savais pas trop. Et d'un côté, je me conformais de fou à cette espèce de juste, et d'un autre côté, je voyais tout ce que les autres étudiants faisaient avec leur propre style. Et j'avais l'impression de ne pas avoir le mien, et du coup j'étais très impressionnée par ce qu'ils pouvaient faire. Du coup j'étais un peu perdue dans ces deux eaux-là, et ouais, c'était compliqué. Okay. Puis j'ai eu du mal à concilier les deux, parce que d'un côté, quand je faisais du réalisme, à la sortie de l'école, j'ai eu ce truc-là. Quand je faisais du réalisme, je me sentais du coup pas très artistique, pas très créative, et quand je faisais des trucs plus où je me forçais un peu à caricaturer, à transformer, à changer le réel, il y avait le côté réaliste qui m'appelait, que j'aimais aussi. Du coup j'étais c'est vraiment comment réussir à harmoniser, à trouver sa place, à accepter ce qu'on aime faire, quoi. Ouais, c'est une recherche. Ouais, c'est une recherche. Et t'as été t'as trouvé quelqu'un qui a pu t'aider à sortir de ça, ou est-ce que c'était juste toi face à toi-même, est-ce qu'il y avait un prof ou une autre rencontre Oui. Alors moi, ce qui m'a vraiment fait un déclic, je crois que c'est le Battle BD. Donc en fait, le Battle BD, c'est un spectacle qui se trouve entre le dessin et le théâtre d'impro. Le concept, c'est qu'on est sur scène, il y a des spectateurs, et il y a un animateur qui va inventer des thèmes avec le public, il va donner des noms au hasard, des trucs. Et donc il y a vraiment ce truc-là où j'étais obligée de dessiner spontanément ce qui me venait.
Et alors moi qui étais toujours très non, le réel, il faut que je prenne des photos de référence pour tout, absolument tout, sinon l'anatomie ne sera pas correcte, mon Dieu. Là, je ne pouvais pas. Ça a été très 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 dur au début. J'ai beaucoup pleuré, je pense, pendant les entraînements. Mais à force, ça m'a permis de réaliser que je pouvais me faire confiance. En fait, que j'avais des choses en moi que je pouvais exprimer. C'est ok, peut-être que ce bras n'est pas très correct. Ok, peut-être que cette jambe est un peu bizarre. Mais c'est pas grave. Et je me suis rendu compte qu'en fait, les gens s'en foutaient. Ce qui les intéressait, c'est le ressenti, c'est la narration. Est-ce qu'ils rigolaient, est-ce qu'ils pleuraient, est-ce que ça les faisait voyager. Et je me suis dit, ah, mais mince, je suis capable de faire ça sans avoir tous ces garde-fous de référence, de machin. Et ça m'a beaucoup aidé, ouais. Ok, c'est cher, intéressant. Est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ça, Antea? Moi, du coup, j'ai une question surtout pour vous deux, parce que moi, j'ai pas fait une école d'art plastique, je dirais, mais j'ai un peu le même avis sur la façon dont t'es modelé, en fait, dans une école d'art, et on te laisse l'illusion que t'es un diamant brut, et que c'est ça qu'ils adorent, ils adorent... tout le monde adore toujours le talent brut et il a pas eu besoin de travailler, alors que c'est une illusion tellement débile à garder. C'est un mythe total. Les élus, c'est... Ouais, en mode, moi j'ai eu un crayon dans la main et j'ai été excellente, en mode mais non, ça marche pas comme ça. Donc du coup, comment vous l'avez vécu toutes les deux, enfin comment toi par rapport à ce que Malvina vient de dire en théâtre? Ouais. Bah moi en plus j'ai une relation très particulière avec la 2D, avec le dessin. C'est pas ou même la peinture, genre la peinture avec des pinceaux, si c'est des grands trucs ou peindre des objets, y a pas de souci, mais si c'est la 2D, j'ai du mal. Et c'est vrai que je me rappelle, on a eu beaucoup de cours en première année aux Beaux-Arts à Saint-Étienne, justement, de dessin, de nu, de croquis et tout ça, et j'ai été un peu traumatisée parce qu'on avait un prof qui nous faisait dessiner pendant 3 heures du nu, avec pas mal de pauses longues, et qui à la fin venait présenter notre pause longue à toute la classe. Enfin, tu vois, tout le monde se mettait les dessins, et il avait une petite baguette, mais le truc très années 60, c'est que tu te croyais un peu dans un film, mais tout le monde avait des baskets, quoi. Enfin bref, c'est très, très drôle. Et en fait, à un moment, je me rappelle de ce cours où il passe, machin, et là, il arrive à mon dessin, il regarde en silence, et là, il se retourne vers la classe et il dit « Qui c'est qui a dessiné Gollum ?» Et là, genre, tous mes potes, on s'est regardé, enfin, tout le monde m'a regardé, tu sais, ce truc de « Ah ouais... » Ouais, il a abusé. Moi, par contre, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'on n'avait pas de compétition entre nous. Au contraire, on a toujours été très, très bienveillants, et la team... Enfin, il y avait une belle bienveillance, donc dès qu'il y en avait un qui s'en prenait plein la gueule, on était tous à s'envoyer de l'énergie ou quoi. Mais c'est vrai que du coup, c'était un peu ça, mes rapports au dessin, tu vois. C'est la compétition. Des trucs, disons, des profs qui sont très crus, en fait, juste avec leur retour, alors que toi, tu sais pas où t'es. Et puis, moi, j'ai eu la même réflexion que toi, Malvina, j'ai mis très longtemps avant de comprendre qui j'étais. Artistiquement, en fait, tu vois, quels sont mes moyens d'expression, qu'est-ce que j'ai envie de dire... et à l'école, justement, il y avait beaucoup de gens qui avaient déjà eu plus de cheminement personnel, ou qui avaient déjà quelques recherches personnelles. Et donc toi, t'es à côté et tu te dis « Mais qui suis-je ? Qu'est-ce que je fous là ?» et tout ça. Donc ouais, je passe des journées à m'amuser à faire des trucs un peu anecdotiques. Et puis, c'est vrai que du coup, de certaines frustrations que t'as à l'école, au final, c'est aussi comme ça que tu viens de te développer et choisir ton chemin. Un peu comme toi, après, moi, j'ai abandonné... Enfin, après la licence, moi, j'ai fait, moi, j'ai envie de faire des sciences sociales, j'ai envie de faire de l'art social. Donc, j'ai un peu dessiné mon chemin différemment. Mais en tout cas, pour dessiner aujourd'hui seulement, après des années où l'école d'art est derrière moi, je me fais vraiment plaisir. Je fais un peu de croquis, un peu de trucs, mais se détacher de cette pression-là, de la ligne, de la proportion du truc, c'est... Du beau, ouais, c'est ça. Et du beau correct, en fait, tu vois. De comment tu mets ton âme aussi dans le dessin. Moi, aujourd'hui, en 2D, j'ai encore beaucoup de mal à dire c'est mon style. C'est juste que je dessine de la même façon depuis des années. C'est naturel pour moi, on va dire. Donc, allez, on va dire c'est mon style. Mais c'est vrai que... En plus, moi, je suis pas allée dans l'illustration. C'est vraiment, pour moi, c'est encore plus... Ouais. Mais je partage totalement ta vision. On se comprend. Totalement. Mais ok, ouais, c'était important pour moi de voir, parce que vous avez les mêmes... les mêmes ressentis finalement, parce qu'on en a pas mal parlé,
Et ouais, t'en arrives à dire que, effectivement, tu vas dans une école, t'es trop content, t'es plein d'énergie. Et moi, ma première année d'école de cinéma et théâtre, on a fait tout de suite du théâtre et tout de suite des exercices d'émotion et tout. J'étais incontrôlable. Genre, j'étais vraiment, vous me connaissez maintenant, quelqu'un d'assez calme, mais j'étais complètement excitée parce que ça faisait depuis ma 5e que j'attendais de passer mon bac et de pouvoir faire plein de choses. Et je me suis fait sortir de cours 2-3 fois. Je pense que si vous parlez à des personnes qui étaient dans ma classe, j'étais trop chiante parce que, genre, à chaque fois, la prof lançait des trucs qui étaient sérieux et qui étaient le travail d'émotion, de s'écouter, d'aller au fond et tout. Et moi, j'étais juste un électron libre en mode « Ouais, c'est trop bien, on fait du théâtre !» Genre, calme-toi maintenant. Donc ouais, je comprends la petite claque que tu dois te prendre en mode « Ah d'accord, donc c'est ça à l'école. » Surtout, on en avait parlé aussi de tous les cours que vous aviez, Émile Cole. Genre, il y avait énormément de choses à faire. Et pareil, comment t'as réussi à gérer ça? Est-ce que t'as squeezé des trucs ou en mode ça, tant pis, je le ferai pas? Ou t'as squeezé des heures de sommeil? Surtout des heures de sommeil et des heures de sortie et des heures d'aération de l'esprit et des heures de... Bon, à la fin, il y a des trucs... L'animation, j'adore ça, hein. Mais j'avoue, je rendais que des pauses clés parce que cleaner le truc, c'est bon. Mais ouais... Des pauses clés? Ouais, tu sais, quand on fait une animation, il y a plusieurs étapes. Et donc, l'une des étapes, c'est de faire d'abord les pauses clés. Après, tu fais tous les intervalles. Après, t'as tout le clean. C'est un long processus. Et les pauses clés, c'est vraiment un peu le... Enfin, j'avais pas dit le brouillon, mais c'est les grandes lignes de ton animation. Et moi, en général, j'allais pas plus loin parce que, en 3e année, tu commences à en avoir marre de pas dormir. Et tu dis, bon, tiens, ça, je vais dormir un peu plus, tu vas saouler. J'aurais 6, c'est ok. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Tu commences à... Mais est-ce que du coup, tu redécouvres aujourd'hui des choses qu'à l'époque t'étais trop pressé par le temps et le manque de sommeil, du coup, vu qu'il y avait trop, et que du coup aujourd'hui tu te réappropries peut-être, tu vois, genre de façon plus saine, avec un peu de sommeil notamment, ou est-ce que c'est des choses où tu t'es dit non, ça vraiment ça m'intéresse pas? Comment est-ce que tu gères justement ce rapport avec le temps que tu as maintenant? Eh bien, en fait, je suis assez surprise, un peu énervée, de constater qu'il y a énormément de choses de base, de cours théoriques assez essentiels que soit j'ai pas pu voir ou que j'ai pas pu assimiler justement par ce rush des rendus, des cours, etc. Et d'ailleurs, j'ai bien envie là l'année prochaine de prendre le temps de me reformer personnellement et de prendre le temps, en fait, d'assimiler les choses, de se les réapproprier. C'est comme ça aussi qu'on trouve son style, c'est on prend la base et on la torsionne un peu pour que ça résonne avec soi. Et oui, il y a certaines choses que, juste je me balade sur YouTube, je me dis, je vois 2-3 trucs sur la théorie de la couleur, je suis en mode, tu sais, je l'applique sur un dessin, je fais, tiens, ça marche. Waouh, je suis là, je suis toute contente. C'est si simple en fait parfois. Oui, donc, c'est ça. Aller en école, c'est l'art de tout rendre compliqué, quoi. Tout rendre. Nous, c'était pas mal. Un truc qui m'a beaucoup énervé, c'était la comparaison. Enfin, vous parliez de tout comparer aux autres et de comment on appelle ça? La compétition. De compétition et tout, merci. Et effectivement, nous, c'était ça, mais même avec les profs, nous, c'était genre mais vous avez pas vu ce film-là? Mais vous êtes sérieux? Vous avez quel âge? On a 18 ans. On a vu des Disney, calme-toi. Donc, vraiment, il y avait un truc de qui a vu tant de films par semaine, qui voit absolument, lit des bouquins, on va voir des expos ou fait plein de mille choses, et en mode, je peux pas, parce qu'en plus... Pareil, j'ai 18 ans, donc je sors du bac, je sors d'un truc où j'ai dû énormément travailler. Là, je veux toujours continuer de travailler, mais je veux aussi... le but aussi d'aller dans ces écoles-là, c'est de se faire des contacts et d'avoir des gens et de se chercher. Et de se chercher et de se trouver aussi avec des gens et trouver un groupe social, etc. Donc, si tu travailles pas ça, t'es excellent dans les cours, mais quand t'en sors, tu prends une énorme claque de « Ah d'accord, je suis tout seul dans mon coin, voilà, je travaille pas. » Ouais, c'est ça. C'est trop ça. Maintenant, je travaille mais pour moi, mais personne va me donner de l'argent pour ce que je fais parce que j'ai serré aucune pogne pendant 3-4 ans, quoi. Ouais, c'est ça. Donc ouais, c'est l'art de
Ouais, de mettre les gens en compétition. Après, là, on est en train de dépeindre un tableau vraiment dégueulasse des écoles d'art, mais parce qu'on a toutes les trois eu des expériences particulières. Moi, je suis hyper contente de ce que j'ai vécu, voilà, parce que j'en ai pris que le bon. Et que les gens qui disaient « Ah, mais t'as pas vu tant de films et tout », pendant la première, voire la moitié de la deuxième année, ça m'a fait quelque chose. Après, j'étais genre « Oui, bon, merde, voilà. En fait, je peux aussi être ma propre personne et... T'as d'autres inspirations et d'autres influences, quoi. T'es pas obligé d'avoir vu les mêmes films que tout le monde, tu sais. Oui, pour être forcément bonne, oui, bien sûr. Chacun a sa filmo, chacun a son truc propre. Et puis en plus, c'est trop cool parce que... Il y a des gens qui regardent que des films d'horreur et c'est hyper intéressant aussi. Il y a des gens qui... Enfin voilà, c'est plein de choses. Tout le monde a son truc, sa pierre à ajouter à l'édifice. Si on regardait tous la même chose, ce serait complètement relou. Est-ce que vous vouliez rebondir sur un truc ? Est-ce que je peux passer à la question suivante ? Ouais, bah, la question de la culture, elle est assez importante, mais je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'en revenir avec les autres questions. Non, mais vas-y, si t'as des trucs à dire. Je sais que j'ai eu beaucoup aussi ce truc-là, étant donné que j'ai grandi en Afrique, que mes parents, ils sont pas très curieux ou quoi que ce soit. Et un peu comme toi, j'avais énormément, j'en ai encore des grands classiques que je n'avais pas vus et j'étais très complexée au début de pas avoir vu, oh mon Dieu, Titanic ou Star Wars, je sais pas trop quoi, etc. Et vraiment, j'ai ce sentiment-là de, oh mon Dieu, comment je vais faire si j'ai pas ces références-là, je peux pouvoir produire quelque chose d'intéressant, qui parle aux autres, non. Et ouais, au bout d'un moment, tu lâches ça et tu te dis, mais en fait, peut-être que ma différence, au lieu d'être quelque chose de bizarre, fait que c'est intéressant. Que justement, ne pas avoir vu ces films, parce que, ok, t'as pas vu ces films, mais t'en as peut-être vu d'autres, ou t'as vécu d'autres choses, ou peut-être que t'es juste en bas dans ton lit, mais c'est intéressant de voir cette expérience-là aussi. Tu vois. Bah, grave. Donc ouais, c'est... Ouais, c'est ce qu'on disait dans d'autres épisodes que vous pourrez écouter dans pas longtemps. on parlait justement de ce rapport que t'as avec toi-même, parce qu'en fait les écoles d'art, elles devraient nous apprendre, mais toutes sortes d'art confondus, elles devraient nous apprendre à nous écouter et à être un artiste à part entière, parce que c'est ce qu'on kiffe dans le cinéma de telle personne ou la littérature de telle autre ou machin. C'est que c'est elle, tu vois. Genre Amélie Nothomb, elle n'écrirait pas du Marc Lévy et c'est ce qu'on kiffe. Et si Amélie Nothomb, on l'avait mis dans une petite boîte, dans un carré très, très précis et dans lequel on aurait mis tous les autres auteurs, ça aurait été plan-plan et tout aurait été lisse et pareil. Enfin, ce qu'on veut, c'est ça aussi la claque qu'on se prend un peu en sortant d'école, c'est que t'apprends à te connaître, à t'écouter et t'es en mode « Ah d'accord, en fait j'ai un rythme complètement différent, j'ai de l'inspiration à 3h30 jusqu'à 6h, quoi ?» Qu'est-ce qui se passe ? Donc c'est ça, c'est un vrai travail de t'écouter et de te connaître, quoi. Ouais, mais je pense que ce qu'on oublie, c'est que les écoles d'art, je pense... en tout cas, moi j'ai connu les Beaux-Arts qui descendent d'une tradition, tu vois, et c'est... Il y a une culture de l'apprentissage de l'art, en fait, qui a toujours fait référence aux grands maîtres, aux trucs. Et pour moi, c'est aussi ça le problème des écoles d'art. C'est surtout, quels sont les choix, en fait, comment est-ce qu'ils suivent la culture qu'ils nous apprennent et une culture d'éducation aussi à l'art qui, aujourd'hui, peut-être est un peu... fonctionne plus trop parce qu'on a aussi Internet, on a un accès à plein de mondes, de cultures, de réseaux différents qui font qu'aujourd'hui, c'est les écoles d'art, ça reste des institutions au final qui ont des traditions d'apprentissage que je pense sont intéressantes à questionner aujourd'hui, quoi. Ouais, de ouf, elles sont... Après, c'est toute personne et toute institution qui fait partie d'un système, c'est hyper difficile de rester soi, en fait. Et par exemple, mon école, elle a été créée par 3 meilleurs amis. Par des gens qui avaient fait leur carrière, un prod de ouf, une comédienne de ouf et un metteur en scène de ouf. Et les 3, ils se sont mis ensemble, ils se sont dit, mais viens, on achète ce petit endroit et puis on en fait quelque chose et on fait venir des gens. Et les premières années, ça marchait bien. Et en fait, au fur et à mesure, ils se sont... conformés un peu, genre... Ouais, ils se sont habitués à un truc qui était de plus en plus bas de gamme. Enfin, je sais pas comment dire ça autrement, mais ils sont... le niveau a baissé peu à peu, quoi. Le niveau de leurs exigences, en tout cas, a baissé de peu à peu. Et
Et c'est hyper facile de tomber là-dedans, parce qu'en plus, encore une fois, c'est on est des humains, quoi, donc on est changeant, on est évoluant, etc. Donc, non, et puis c'est le discours dominant. Ouais. Enfin, c'est la façon dominante aussi d'apprendre, dans lesquelles, du coup, c'est plus difficile de t'en détacher au final. Oui, ouais, il y a de ça, mais il y a aussi l'habitude qu'on te dise rien et que ça aille. Ouais, bah oui, donc ça va. Ouais. Et ben du coup, au bout d'un moment, ça devient je peux venir une demi-heure, 1 heure en retard, machin. Et t'es genre, ouais, mais on paye. Et du coup, au fur et à mesure, il y a eu énormément de problèmes liés à ça et tout. Il y en avait qui l'ouvraient pas, et il y en avait qui ont été un peu durs parce que fatigués de devoir rattraper 5-10 ans de gens qui ont juste rien dit parce qu'ils étaient contents d'être en école d'art et ça passe et voilà. Donc effectivement c'est un cercle cercle vicieux du coup demain on fera pareil, on a toujours fait comme ça donc on fera toujours comme ça quoi. Et on va toujours énervé. On fera toujours comme ça parce qu'on a toujours fait comme ça, c'est un truc bref. Question suivante. Qu'est-ce qui te botte et t'inspire dans la vie, parce que ma partie du podcast c'est comment tu reçois toutes les choses qu'il y a autour de toi, comment tu en fais quelque chose dans ta tête, comment tu passes de tes yeux à ta tête et à tes mains du coup pour toi. Et du coup en vient ma question, qu'est-ce qui te botte, qu'est-ce qui t'inspire dans la vie et te donne envie de te lever et de continuer ce que tu fais au quotidien? Moi je pense que ce qui m'inspire, qui me donne beaucoup d'énergie à faire ce que je fais, c'est beaucoup l'observation des gens et les questions de société. Je veux dire, quand il va y avoir un sujet qui me révolte ou qui m'interroge, je me sens comme un devoir de devoir proposer quelque chose, de faire quelque chose. Et là, je peux passer des heures derrière mon ordinateur à faire des recherches, avoir les yeux secs parce que j'ai pas bougé de mon écran. Et je me dis, mais non, je sais pas, je ressens ce feu de dire, de dénoncer, de donner mon avis. Ok. Et ça va beaucoup être les gens et comment ils interagissent entre eux. Il y a beaucoup de ça qui va m'inspirer, je pense. De faire quelque chose de bien, du coup. C'est important pour toi de... Ouais, ou d'utile. Enfin, je sais pas si c'est... Ouais. Non, mais c'est hyper intéressant parce qu'on en parlait justement, on en parlait pas mal avec Antea et avec d'autres invités. Et ce sera dans la deuxième partie. Mais ouais, l'utilité, est-ce que... parce qu'on a ce besoin de se rendre utile dans ce qu'on fait, et je pense que c'est très humain, c'est pas que chez les artistes, où on nous a dit oui, bon, en vrai, s'il y a une fin dans le monde, ça va servir à rien de savoir les proportions du corps, oui, mais on n'en est pas là, c'est-à-dire qu'on est... et s'il y avait pas tout ça, s'il y a pas tous ces métiers différents, il y aurait pas un cosmos équilibré, un monde entier équilibré et des entités différentes dans le monde entier, et voilà. Et du coup, là, le truc de se rendre utile... Ouais, après, comme autre inspiration, je commence à me réconcilier avec le côté réaliste de mon travail. Et j'aime beaucoup, je sais qu'il y avait un prof à Cole qui avait ramené un bouquin sur les peintres impressionnistes russes du 19e siècle. Et en fait, j'aime beaucoup leur travail parce que c'est un cliché dans le cliché dans le sens de photos, des images arrêtées sur des conditions de vie, sur le réel, avec énormément d'émotions. Énormément de complexité dans les yeux des personnages, dans leur position. Et ouais, ça, c'était très inspirant pour moi. Il y a aussi le côté du corps, j'aime beaucoup représenter le corps. Donc voilà, encore une fois, le côté un peu réaliste, mais l'anatomie des torsions, je pense que c'est comme je fais de la danse aussi. Il y a ce rapport au corps, à la ligne, aux tensions, aux torsions...
j'aimerais bien plus développer. Je sais que de plus en plus dans mes travaux, il y a des espèces de fumée comme ça, de volupté. Ça, je suis assez fascinée par ce truc-là. J'ai beaucoup été inspirée. En fait, j'étais dans un atelier partagé avec beaucoup d'autres artistes qui n'avaient pas du tout la même formation que moi et qui travaillaient beaucoup plus sur des installations, sur des expositions, etc. Et ça m'intéresse de plus en plus de sortir de la feuille, parce que je sais que le dessin, c'est quelque chose de très encadré, quoi. C'est dans un cadre, c'est sur un mur. Et j'aimerais bien de plus en plus essayer de rendre ça interactif. Je sais qu'il y a un artiste qui a travaillé sur les miroirs, qui a intégré des miroirs à ses travaux, et je trouve ça hyper intéressant de tout de suite, il y a une interaction, tout de suite la peinture sort de ce truc-là un peu statique, et il y a un échange assez fort qui se passe. Donc ouais, c'est une réflexion que j'ai en ce moment. Donc la 3D, l'évolution et le... Ouais, voilà, sortir du 2D un peu plat, un peu cette espèce de distance, casser cette distance qu'on a parfois avec le dessin et la peinture. Oui, puis c'est vrai qu'au final, je connais un peu plus pas mal ton travail, et je trouve que c'est intéressant aussi les questions de format que tu viens développer aussi. Tu vois, t'as fait, si je me trompe pas, une série quand même presque taille humaine, non ? Oui. Aussi, de portraits. Donc, qui viennent aussi questionner l'interaction que les gens ont avec ça. Comment est-ce que tu viens les appeler aussi, rien que par le format, ou même des fois des mouvements que tu viens peindre. C'est vrai que c'est assez, en tout cas dans tes peintures, il y a ce rapport-là aussi de format qui vient jouer pour jouer avec le réel, la réalité, faire quelque chose qui questionne cette limite justement entre le format et la réalité. Je trouve ça très intéressant dans ton travail justement. À développer, ça arrive. Ça arrive. Stay tuned. C'est pas grave. Et mais du coup, je voulais parler, puisque tu parles des corps, etc. Justement, tu nous as parlé beaucoup de ton art du dessin, mais parle-nous un petit peu de la danse. Qu'en est-il ? Qu'est-ce que quoi ? J'ai vu que tu mettais des petits reels sur Insta. C'est trop bien. Mettre à la page. C'est trop bien. Alors... Comment tu vis ton ambivalence artistique, et qu'est-ce qui t'inspire autant dans le dessin, on en a pas mal parlé, mais qu'est-ce qui t'inspire à faire de la danse, d'où ça vient, parle-nous tout ça. C'est très fou comme question. La danse, je pense que c'est un peu la même origine que le dessin. C'est ce truc-là où je crois que j'avais besoin quelque part de remplir un peu le vide de la solitude et de l'ennui. Et du coup, j'ai investi beaucoup de domaines artistiques, dont la danse. Donc j'ai commencé assez tôt, je crois que j'ai commencé à 7 ans. Le classique, voilà, tous ces trucs-là. Et pour moi, c'est un rapport un peu différent, la danse et le dessin. C'est que la danse, il y a le côté spontané, et le côté où il y a un flow qui vient sans que tu aies à réfléchir et à anticiper, alors que mon travail de dessin est assez intellectuel finalement. Il y a un discours derrière, tout ça, alors que la danse, c'est totalement le lâcher prise, et j'ai eu énormément de mal à gérer ça. C'est-à-dire que... Le lâcher prise, justement. Ah oui, c'est vraiment, vraiment très difficile pour moi, et de partager ces moments de freestyle, de danse libre, c'est vraiment un processus pour moi de m'accepter comme je suis, parce que je sais que là je ne peux pas réfléchir à un mouvement que je vais faire, je ne peux pas le contrôler, je suis un peu à nu, quoi. Je suis à nu, c'est ce qui vient de mes tripes, et donc pour moi, danser en ce moment, c'est comment apprendre à me réconcilier, quoi. Trop bien. Super. Trop bien. Oui, et puis t'as aussi tout ce rapport-là, t'as une sorte de double lâcher-prise, puisque d'un côté, tu danses et tu acceptes ça, et de l'autre côté, tu es aussi sur les réseaux et tu balances ça en étant encore plus vulnérable au final, en le sortant. Donc, d'ailleurs, allez la suivre, Edzine Art sur Insta. N'hésitez pas. Mais je trouve que c'est un très beau lâcher-prise, ce que tu fais, puisque il n'est pas juste de lâcher prise par rapport à cette rupture-là de ton corps et intellectuel, mais c'est aussi, t'as accepté, t'as envie d'avoir un regard dessus et de venir l'exposer au monde. Donc, c'est
C'est un double lâcher-prise, même. Ouais, c'est un double lâcher-prise, ouais. Encore plus vertigineux dès qu'on met le regard de l'autre dedans. Mais c'est vrai que j'ai eu un rapport à la perfection lié à mes études un peu compliqué où fallait que ce soit toujours tout bien, etc. Et l'idée de poster un peu toute cette danse et tous mes travaux, j'essaye de plus en plus sans attendre que ce soit impeccable, que se remplisse tous les objectifs que j'avais prévus. C'est de se dire aussi qu'en fait c'est bien comme ça. Et au pire, je vais m'améliorer la prochaine fois. Et... C'est bien parce que c'est vrai. Oui, c'est vrai. On est déjà assez, je suis assez, et ça suffit ce que tu fais déjà pour le partager. C'est un processus au final qui est un processus, justement, moi je trouve ça intéressant de venir accepter cette vulnérabilité d'un côté en disant mais voilà en fait j'avais envie de le partager et puis dans tous les cas je serai plus riche de cette expérience et donc la prochaine fois et puis de montrer aussi ce que c'est ce processus. Mais ça, on en parlera sûrement un peu plus dans la deuxième partie du podcast aussi, cette question du processus de création. Ouais, c'est... Moi, je voulais parler aussi de la question du qu'est-ce qui t'inspire à faire de la danse, sachant d'où tu viens, physiquement, qui tu es au fond de toi, tu vois. Parce qu'on est... à la base, on est tous des enfants qui voulons faire des dessins ou chanter ou peu importe. Et on veut s'exprimer et c'est après la société, elle nous dit bon, non, ça c'est pas assez. Ou c'est comme le spectacle Pulsion de Kian Kojandi où... je sais pas si vous l'avez vu, moi je l'ai vu 25 000 fois, j'adore. Où il parle justement du regard des autres. Oui, il est sur YouTube. Okay, merci. Il parle justement du regard des autres et du moment où tout va bien et d'un coup il y a le regard des autres qui tu ne trompes personne, tu as mis il y a 4 barres à tes chaussures Adidas, on sait que c'est du faux. C'est que des trucs comme ça où effectivement c'est le regard de l'autre d'un coup arrive et lié encore une fois aux écoles et tout, parce que comparaison avec les autres, mais même le fait aussi de venir dans une grande ville où moi j'en parle avec ma sœur par exemple qui elle est à La Rochelle, donc La Rochelle c'est une ville mais rien à voir avec Lyon, et il y a carrément 2 visions différentes parce que elle a un regard sur ce qu'elle fait qui est si on laisse de côté les réseaux sociaux, quand elle se promène dans la rue, il y a des gens complètement différents, mais il y a beaucoup moins de regards, il y a beaucoup moins de... Enfin, je sais pas comment le dire, ça se trouve, je suis en train de dire nimp, mais ma vision du truc, c'est qu'en ville, il y a tellement de monde que tu passes d'un moment où tu te compares grave aux gens autour de toi, et à un moment où, moi, je suis dans cette période-là, où je me dis, en vrai... Ils vont m'oublier si vite. Il y a tellement de monde que justement, tout le monde fait plein de choses et tout le monde... j'ai envie de rencontrer tout le monde avec ce podcast, tu vois, maintenant, parce que je me dis, c'est trop bien, et il y a plein de gens qui font plein de choses, et qui a dit qu'on devait être en compétition, tu vois, genre, qui a dit qu'on n'était juste pas des individus hyper intéressants dans notre unité, dans notre entité, quoi. Mais je me suis perdue again. Mais du coup, j'allais dire... par rapport surtout à tes parents, parce que moi pareil, mes parents sont des gens cultivés, et bon, maintenant j'ai que mon papa, mais mon papa est quelqu'un qui a toujours lu énormément de bouquins, etc., mais j'ai jamais été bercée par la musique, enfin si, un petit peu, mais ce que je fais maintenant n'a rien à voir avec ce que j'ai vécu étant enfant, et j'ai jamais été bercée par quelque chose que je fais en tout cas maintenant, tu vois. Est-ce que toi, la danse ou le dessin ou le chant, Ah oui. Il y a aussi ça. C'est plein de facettes, cette jeune femme. Et voilà, qu'est-ce qui a été le vecteur de tout ça? Est-ce que c'est un truc dans ton enfance lié aussi à tes parents ou ton enfance en Afrique ou pas C'est flou mes questions, non? Non, c'est pas flou. J'essaie de rassembler mes pensées. Et donc oui, c'est un peu comme toi. Mes parents m'ont pas trop... Si, à leur façon. Ils m'ont nourri culturellement, ils m'ont montré des choses, mais je pense que vraiment de base, c'était... J'en reviens toujours à cette histoire de solitude. Et je pense qu'à un moment donné... Et au début, c'était beaucoup une fuite. Enfin, tu vois, cette espèce de fuite de remplissage. J'avais besoin de m'exprimer
quelque part, parce que la communication avec mes parents a toujours été, là encore, très difficile, et j'ai toujours la sensation de ne pas être reconnue pour qui je suis, et d'être vue par mes parents pour qui je suis. Et je crois qu'au début, ça a toujours été ce truc-là de regardez-moi, voilà. Et par tous les moyens possibles, je voulais exprimer, je voulais pas être dans le vide de l'ennui et du néant, donc j'ai rempli par l'art parce que je voulais qu'on me voie moi. Donc à la base c'était vraiment ça, et c'est pour ça que j'ai un peu investi tous ces trucs-là. Après, pourquoi la danse et le chant et le dessin? La danse, peut-être qu'il y a ce truc-là qui me suit encore aujourd'hui. La danse est très présente en Afrique, tout le monde danse tout le temps, c'est dans le quotidien, quoi. Donc il y a vraiment ce truc-là de toujours bouger, toujours avoir un rythme. Dès qu'il y a une musique qui sort, s'il n'y a pas une choré avec, ça fonctionne pas. Enfin voilà. Donc je pense que ça a dû bien m'influencer. Et il y a un rapport de compétition aussi en Afrique, ou est-ce que c'est vraiment c'est un rapport de juste la danse, c'est une expression et tu t'écoutes et tu laisses le flow, ou est-ce qu'il y a quand même un truc de regard de l'autre et de comparer et tout? Enfin, c'est sain ou pas? Je pourrais pas dire pour partout au Gabon, mais après j'ai l'impression que c'est un truc un peu plus festif en fait, genre vraiment juste on va célébrer les choses et on est content et on danse et ouais, c'est plus de la récréation, quoi. Donc après c'est plus pour les danses urbaines gabonaises, pour les danses traditionnelles c'est encore autre chose. Après le hip-hop c'est encore autre chose, enfin ça dépend des danses qui amènent pas forcément les mêmes types de population et donc pas les mêmes ambiances. Donc je pourrais pas trop généraliser. Ok. Et toi tu te places comment par rapport à ça, par rapport à, enfin, si t'as envie d'en parler encore une fois, par rapport à tes origines et le fait que tu sois en France avec majoritairement, bah tu vois bien, une personne blanche. Voilà, genre mes origines les plus lointaines, c'est à la limite la Scandinavie, donc on reste des blancs. donc voilà, comment tu vis est-ce que tu as vécu un décalage avec des gens quand tu es arrivé à Lyon, ou est-ce que artistiquement en tout cas, pour si t'es pas à l'aise avec le dip et tout, parce que c'est pas le sujet après, mais est-ce que t'as senti que justement t'étais en décalage, ou que t'avais plein de choses à leur apporter? Eh ben, je me suis sentie en décalage. En fait, j'ai pas vraiment réalisé tout de suite. Parce que comme j'étais dans un lycée français à l'étranger, j'avais déjà été bien biberonnée par la culture française, les valeurs françaises de la République, tous ces trucs-là. Donc au début, ça allait, entre guillemets. J'avais eu 2-3 réflexions, forcément. Je sais pas, j'ai montré des pas de danse gabonais à des gens, ils vont me dire ouais, c'est bizarre ton truc. Donc il y avait ce truc-là, pareil, tu vas faire un plat, ouais, c'est chelou. Enfin, faire un plat, tu vas cuisiner un plat, et on va dire oh, c'est bizarre la texture. Donc là tu commences à sentir que tu es pas comme tout le monde, t'es différent. Et là où c'est petit à petit que j'ai réalisé qu'en fait je m'étais surtout beaucoup coupée de ma culture d'origine. D'accord. C'est vrai qu'il y a des gens, quand ils viennent en Europe, ils ramènent leur culture et ils l'investissent, ils la montrent, et moi au contraire je m'étais beaucoup formatée à la culture occidentale en fait. J'avais adopté les références artistiques qu'on nous demande, c'est toujours des occidentaux, les objets culturels c'est toujours des trucs occidentaux, et c'est après l'école que j'ai réalisé qu'en fait j'avais des sources d'inspiration et des sujets, des thèmes propres à moi, et que je ne m'en étais pas servi avant. Donc ouais, ça s'est plutôt fait dans l'autre sens, quoi. Ok, et là maintenant tu arrives à allier toutes les inspirations d'endroits différents et de cultures différentes, et de pas forcément Gabon-France, mais plein d'autres choses. Tu arrives à allier tout ça, ou est-ce que tu es encore en tâtonnage? Je pense que je suis encore en tâtonnage, j'ai envie de le faire plus, je me dirais, d'encore plus me renseigner sur l'histoire de l'Afrique, sur sa culture, enfin plus particulièrement du Gabon, mais des figures historiques qui ont marqué le continent, la culture afrodescendante, enfin toutes ces choses qui sont souvent invisibilisées et laissées de côté. Et j'ai vraiment envie d'être un peu
voilà, un porte-parole, de montrer, de célébrer et de dire mais nous aussi on fait des choses bien, c'est sympa, c'est intéressant. Mais d'ailleurs, t'as aidé un projet, enfin t'as participé à un projet par rapport à des artistes contemporaines. Je me rappelle où c'était un tour de l'Afrique justement d'artistes, de chanteuses. Donc d'une certaine façon, t'en participes déjà à créer des ponts. Je commence à créer déjà des petits ponts entre partout. Donc c'est intéressant à voir comment ça se développera à l'avenir, mais c'est vachement chouette déjà. Merci. Je suis en train de chercher. Il y a une meuf qui est sur YouTube. Comment elle s'appelle ? Qui parle de décolonisation et qui parle de plein de moments importants de l'histoire africaine. Trop et bien. Activiste Chata. Pète sa mère, cette meuf. Son nom est incroyable. Activiste, ouais, je savais qu'il y avait un truc avec décolonisation. Non, Activiste Chata. C'est génial. Qui est une meuf qui a pas beaucoup d'abonnés. Bon, 15 000, c'est quand même pas mal. Mais bien. Qui parle de plein de choses sur l'histoire africaine, qui parle de bouquins, qui parle de documentaires qui passent inaperçus, de choses comme ça, et qui utilise un peu sa voix pour dire wesh, il y a plein de trucs magnifiques à voir, il y a plein de trucs à savoir aussi, et tu te rends compte que on en parlait pas mal avec mon coloc qui est comédien et qui adore l'histoire, genre alors que moi je me faisais chier en cours, lui il adorait ça vraiment, il refaisait des recherches derrière, et effectivement on se rend compte que l'histoire qu'on apprend, et même l'histoire de l'art, c'est très blanc, colonial, et c'est très épuré, homme de ouf. Ouais. Et fait par des hommes, pour des hommes. C'est écrit par des hommes qui ont fait l'histoire et tout ça, et c'est notamment aussi la raison... Comme si avec eux. C'est ça, et c'est aussi la raison pour laquelle aujourd'hui on fait ce podcast, c'est que rien qu'en histoire de l'art, moi j'ai toujours entendu majoritairement... Enfin, je sais pas combien d'années de cours d'histoire de l'art, et il y a énormément d'hommes là-dedans, alors qu'en fait, il y a une histoire qui s'écrit aussi avec des femmes, et surtout aujourd'hui, plus que jamais aujourd'hui. Donc, se reprendre en main les codes de comment et qui écrit l'histoire, je trouve qu'effectivement, c'est hyper intéressant, et de poser toutes ces questions-là, effectivement, de colonialisme, de qui écrit l'histoire, c'est vachement intéressant. Ouais, qui tu décides de mettre en lumière, et qui tu décides de taire à petit feu. En vrai, ça doit être... ça doit être terrible, vraiment, d'avoir vécu une histoire, d'avoir vécu des vérités, en fait, et d'avoir été élevé dans quelque chose dont personne n'a idée. Et même les gens, ou pire encore, les gens ont des idées mais qui sont complètement fausses, parce qu'on nous apprend des trucs qui sont pareil, j'en parlais avec mon coloc, mais on nous apprend 1% de l'histoire, et encore au fur et à mesure on dirait que c'est comme les traditions, les contes parlés, on dirait que ça s'est modifié avec le temps, alors que ça a été écrit, ça a été posé, et que posé sur le papier et tout, et que en vrai ils ont conscience qu'ils nous mentent, ou qu'ils nous donnent qu'une partie du truc, ou alors que c'est tourné d'une certaine façon, c'est édulcoré de ouf, voilà, et du coup ça doit être absolument énervant, absolument fatigant de devoir tout le temps rappeler que qu'il n'y a pas que ça, en vrai, il n'y a pas que l'histoire de l'art, et l'histoire en général blanche. Et ce qui est hyper triste, en fait, c'est que même quand tu fais partie de cette culture, t'es tellement influencé par justement cette culture majoritaire occidentale, que tu en viens même à t'oublier toi, en fait, à oublier ton histoire, à oublier ta culture, les savoir-faire de ton peuple d'origine, et d'où le déracinement, et d'où un peu la perte identitaire qu'on peut avoir. Donc, comment on est censé s'assumer, être en pleine possession de ses moyens, de s'affirmer quand on sait pas qui on est, et quand on nous permet pas de savoir d'où on vient. Donc ça, c'est tout le travail de recherche que j'aimerais bien continuer à mener dans mon art et dans mon expression. Alors moi, il me reste encore 2 petites questions.
Petite question. Il y a la dernière, elle est petite, c'est un petit truc, mais bon, on va parler de syndrome de l'imposteur. Oh, wow. Voilà, c'est juste parce que j'ai envie qu'on en parle, parce que j'ai envie qu'on soit vulnérables tous ensemble. Voilà. Qu'on puisse se rendre compte que c'est beau en vrai, et que c'est pour ça aussi qu'on fait ce podcast, c'est donnons la parole à des gens qui sont à des stades différents de leur évolution personnelle, artistique, sociale. Voilà, donc quelle est ta relation avec les personnes qui t'inspirent, les personnes qui t'entourent, qui partagent la même pratique ou du coup les mêmes pratiques que toi, les mêmes matières artistiques, comment tu... ou même des personnes qui ont les mêmes... qui ont des vies que tu aimerais avoir. Comment est-ce que tu vis ça? T'es sur Insta, donc on parlait de ça un peu. Comment tu vis ton feed des réseaux sociaux, quoi? Alors, il y a eu beaucoup de choses. Entre le syndrome de l'imposteur, les personnes qui m'inspirent et Insta, c'est 3 gros thèmes. En gros, comment tu... Ouais, restons très simples. Comment tu vis ta relation avec les personnes qui t'inspirent? Moi personnellement, les personnes qui m'inspirent sont assez loin de moi. Je veux dire, ça va être des activistes, des sociologues qui ont écrit des bouquins, peut-être certains artistes. Mais en général, c'est plutôt des activistes qui vont m'inspirer. Ok. Du coup, ça, par rapport à ça, j'ai pas trop de soucis, on va dire. Ouais. Mais c'est vrai que t'as abordé la question de... Des gens qui font la même chose que toi. Des gens qui font la même chose que moi, plutôt des pairs. Mm. Là, c'est vrai que c'est autre chose. Et c'est vrai que moi, mon sentiment de l'imposteur, il a été énorme quand... mais je crois qu'il est encore un petit peu là, lors du Battle BD, justement. Mm. Parce que, même si ça va mieux, hein, comme je le disais avant, j'ai toujours un truc en moi qui me dit, mais c'est pas assez bien ce que tu fais. Pourquoi ils t'ont engagé? Mais qu'est-ce qu'ils attendent pour te dire que ça va pas être viré? Vraiment, il y a cette petite voix dans ma tête qui me dit, mais qu'est-ce que tu fais là, en fait? Donc c'est bon, on essaye de s'apaiser par rapport à ça. Et comment tu t'apaises, justement? Je m'apaise en essayant de leur faire confiance, en me disant que s'ils m'ont choisi pour que je sois dans leur équipe, c'est qu'ils savent ce qu'ils font. Et donc si je leur fais confiance, j'ai pas à me poser la question. Du coup, j'essaye de pas me poser la question et de couper le flot de pensée et juste faire. Donc c'est comme ça que j'essaye un peu de m'en sortir. L'autre sujet un peu de tension, va être beaucoup, notamment quand j'étais dans l'atelier partagé où il y avait énormément d'autres artistes, il y avait ce truc-là. Donc en ce moment, je fais beaucoup de commandes, parce que faut bien manger, hein, beaucoup de travaux qui sont encadrés par une association, un particulier, un festival, etc. Et j'ai pas encore eu énormément l'occasion d'investir ce que moi j'ai vraiment envie. Et c'est vrai que j'avais l'impression par rapport aux autres artistes d'être une exécutante, tu vois, une praticienne, et que ce que je faisais n'était pas forcément très sincère, donc pas très intéressant. Ouais, je crois que c'était pas forcément très intéressant. Donc c'est fou l'image qu'on peut avoir de soi-même. Mais je comprends. Après, moi je vis la même chose avec la voix off, où on me demande des missions où je dois vendre des trucs qui éthiquement me vont pas forcément, ouais. ou je suis genre, je suis un produit. Enfin, je suis juste je suis une voix. Je reste juste une voix. Toi, tu es des mains. Du coup, du coup, c'est effectivement frustrant parce que t'es en mode, mais j'ai tellement d'autres choses à vous apporter. Et genre, laissez-moi juste une petite carte blanche ou beige. C'est ça. Un truc. Casser. Un truc qui fait que, laissez-moi proposer des trucs. Vous verrez que vous allez être agréablement surpris. Mais effectivement, il y en a beaucoup qui n'ont pas le temps, puis pas l'argent, puis il n'y en a pas aussi la force mentale, puis la capacité de se dire je suis légitime à proposer quoi que ce soit. Mais du coup, c'est d'où l'importance aussi de cette question. C'est comment tu fais pour t'en sortir et tout. Donc, tu fais confiance aux autres, toi. Ouais, j'essaye de faire confiance aux autres. Ok, trop bien. Et bien, du coup, dernière question pour ouvrir un petit peu... à quelque chose d'inspirant, et même si tout le long c'était trop cool, merci d'avoir répondu à toutes ces questions, c'était trop chouette.
Qu'est-ce qui t'a inspiré récemment ? Qu'est-ce qui un bouquin, une conversation, même un tag dans la rue ou je sais pas, une couleur particulière, un truc où tu t'es dit ouah, c'est trop bien. Un truc où je me suis dit ouah, c'est trop bien. Alors c'est des choses qui m'ont inspiré. Un bouquin ou un film ou une encore une fois, mon inspiration, elle vient beaucoup de mes réflexions sur la société. C'est vraiment le départ de... En général, quand j'ai envie de produire quelque chose, ça va être donc pour illustrer ou pour accompagner mon discours. Et là, ce qui m'a beaucoup stimulée, c'est justement les ateliers que je donne avec les enfants pour l'atelier participatif. Parce que, en fait, j'ai pu voir énormément de choses, ne serait-ce que chez les enfants blancs ou non blancs. Mais vraiment, il y a parfois un monde, ils s'expriment pas pareil, ils n'expriment pas les mêmes choses, ils n'ont pas enfin, c'est vraiment quand on prend ces paramètres en compte et je me suis dit mais c'est dingue, et en fait, et ce genre de choses me donne encore plus l'envie de me dire mais voilà, il faut en parler, il faut le vulgariser, il faut partager l'information, et ouais, ça m'a... Des enfants racisés qui ne pensent pas pareil et qui ne s'expriment pas pareil. C'est vraiment, que les blancs. Ok. En quel terme, par exemple, ils avaient le même exercice. Je leur ai demandé, parce que c'était un gros groupe de 25, et je leur ai demandé de se scinder en 2 groupes et de faire l'exercice de part et d'autre. Déjà, très naturellement, ils se sont scindés en blanc et non blanc, mais vraiment, sans... inconsciemment, ouf, tu vois, genre vraiment sans mauvaises intentions ou quoi que ce soit. Et mais moi j'ai mis du temps à réaliser, et donc vraiment, donc l'exercice c'était de créer donc une espèce d'univers avec des formes géométriques, et ensuite de rajouter des personnages qui vont rentrer en interaction avec ce monde-là, donc soulever des cubes, gravir des triangles, enfin ce genre de trucs. Et donc du côté des enfants blancs, c'était très ils étaient tous assis un peu sur la table, ils bougeaient pas trop, il y avait plein de petits cœurs, des trucs très soignés, très calmes. Et de l'autre côté, les enfants racisés, ça allait beaucoup plus dans tous les sens, beaucoup plus d'énergie brute, beaucoup plus de violence aussi dans les personnages, dans les coloriages qui sont moins finis. Et vraiment, j'ai vu ça et je me suis dit, mais c'est dingue. Mais vraiment, ça m'a sauté aux yeux comme ça. Et là, je me suis dit, bon, vas-y, il faut que tu continues. faut que tu continues faut vraiment pas que tu lâches l'affaire, et c'est une urgence. Vas-y, let's go, quoi. Ok. Et là, ça m'a... Après, un truc où je me suis dit, waouh. Je sais pas, tu parlais des activistes, par exemple. Est-ce que tu as un nom ou... Oui, alors j'ai beaucoup Rokhaya Diallo, qui est l'une des femmes qui m'a... Rokhaya Diallo, une des figures du militantisme antiraciste en France, et parce que je sais qu'elle a, dans son parcours, un peu, elle a fait de l'audiovisuel ou quelque chose comme ça, et là maintenant elle parle sur les plateaux télé, et je me suis dit mais en fait elle arrive à concilier justement ce côté artistique et à aller s'exprimer de manière très posée, très claire sur les plateaux, et je me suis dit mais c'est incroyable, puisque ce soit une femme noire, moi c'est que ça me... Ok. C'est que ça me donne des petites étoiles dans les yeux. Ok, trop bien, trop bien. Et j'aurais dû te le poser au début, mais ça c'est juste pour nous. Quels sont tes pronoms ? Ah oui, c'est elle. Ok, oui. Bon, ça va alors. J'ai pas fait de la merde. Chouette. Ok, merci beaucoup Malvina. On va pouvoir passer au deuxième podcast. Merci d'avoir fait partie de ce premier podcast. Merci pour ces questions. Avec plaisir. Waouh, t'es arrivé jusque-là. Merci. Tu pourras trouver toutes les références du podcast en description. Pour en savoir plus et retrouver les artistes, va faire un tour sur notre Instagram. Et pour nous soutenir et amplifier nos voix, abonne-toi, clique sur la clochette, lâche des étoiles et pose tes meilleurs commentaires sur toutes nos plateformes. On les lira avec grand plaisir. Peut-être que le prochain épisode sera sur toi. N'hésite pas à nous proposer tes arts, tes œuvres, ton toi, quoi. Et pour finir en douceur, voilà une petite surprise chantée par notre invité du jour. À mercredi prochain pour un nouvel épisode. Ni muse, ni soumise, hystériquement vôtre.
is falling. Still some cover shares some skin. Clouds are shrouding us in moments unforgettable. A twist to fit the mold, you know you mean. But fear just gets so crazy, living life gets hard to do. I would gladly hit the road, get up and go if I knew that someday it would lead me back to you. That someday it will lead me back to you. That may be all I need, and darkness, she is all I see. Oh, come caress your bones with me, driving slow on Sunday morning, then I never once to leave. Fingers trace through every outline, oh yeah, yeah. Paint a picture with my hand, back and forth we sway like branches in the storm. Ain't together, still together, and it ends. So that may be all I need. Darkness, she is all